Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le 43e bataillon d'infanterie de marine, le 43e BIMA, passe sous commandement ivoirien dès janvier 2025. Alors toutefois, un détachement français y sera maintenu de 100 soldats avec au fur et à mesure une réduction de l'effectif et du matériel en accord avec la réorganisation militaire française en Afrique. Il faut rappeler que cette base militaire a été créée et implantée en Côte d'Ivoire depuis le 1er juillet 1978. On verra ici avec nos amis les implications d'un tel changement, d'une telle transition. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. C'est avec un plaisir renouvelé que nous sommes encore en votre compagnie. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Herman est de retour après donc ce séjour pour aller comprendre un peu ce qui se passait donc à ce salon-là. Herman, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir tous. Bonsoir. On a tenté de vous joindre, mais bon. Ben oui, je pense qu'on aura l'occasion au courant de la semaine pour revenir sur cet événement. C'était Polytech 2024. Tout à fait. J'ai pris plaisir à avoir une bonne délégation ivoirienne là-bas. On en parlera. En tout cas, je suis content, tout heureux de vous retrouver. Et bien nous aussi, très cher. Élisée Boloubé, bonsoir. Bonsoir et Christelle, bienvenue. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir à toutes les forces de défense et de sécurité qui jour et nuit ne cessent d'œuvrer pour nous assurer la quiétude. Tout à fait. Merci beaucoup, Élisée. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir, merci Christelle. d'être là. Je t'en prie. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui n'ont de cesse de nous suivre en direct tous les soirs et partagent en même temps avec nous leurs préoccupations, leurs critiques via justement la page Facebook de l'émission par leurs commentaires. Daouda Koulibaly, bonsoir, Sa Majesté. Merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. J'aimerais marquer une pause parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale des personnes en situation de handicap. Et en cette journée dédiée, j'aimerais avoir une pensée à tous ceux qui surmontent chaque jour des défis avec courage, avec résilience. Pour nous qui avons encore toute la force, la force de pouvoir marcher, la force d'aller où on veut, il est important d'inclure ces personnes en situation de handicap dans notre vie. L'inclusion, ce n'est pas une option. Je pense que c'est une question de responsabilité collective parce que nous sommes tous des personnes en situation de handicap potentiel. Demain, ça peut être nous. Merci beaucoup, Daouda, pour ce mot très gentil, justement, à l'occasion de cette journée en direction des personnes voilà, souffrant d'un handicap, parce que ça peut changer à tout moment avec les progrès que fait la médecine. Revenons maintenant à notre sujet. Annoncé donc à l'entame de ce temps d'antenne. Je vous le disais donc, la présence française en Côte d'Ivoire se réduit. Dès janvier 2025, le 43e BIMA passe sous commandement ivoirien. Herman, le ministre de la Défense, disait en juillet 2024, le ministre Télé Birahima Ouattara, tout se passe bien. Nous devrions pouvoir parvenir à une solution définitive d'ici la fin de l'année pour transformer le 43e BIMA et organiser le camp selon nos besoins. Il faut rappeler quand même que la présence française en Afrique, c'est près d'un siècle de présence française. Et aujourd'hui, ce camp mythique qui a symbolisé donc la présence française en Côte d'Ivoire passe finalement sous commandement ivoirien. Vos réactions? Moi, je pense que les populations ivoiriennes, même peut-être les populations africaines, doivent être toutes heureuses parce que, surtout que ça intervient au lendemain, cette annonce-là intervient au lendemain on pourrait le dire, hein, on a vu que le Tchad et le Sénégal ont décidé de rompre, de faire en sorte que les bases militaires, la présence militaire française s'arrête le 28 novembre dernier. Donc ça vient en ce moment. C'est un peu comme si on peut dire qu'on assiste à une sorte de wagnérisation de la Côte d'Ivoire, parce que quand on prend le même schéma dans les pays de l'AES, c'est le même, on réduit l'effectif à 100 personnes à partir de janvier sous commandement ivoirien. Ailleurs, dans ces pays-là, c'est sous commandement de ces pays-là, des forces de ces pays, mais il y a la présence de Wagner qui est une entité russe. Donc il y a ça. Mais il faut aussi situer qu'on arrive là parce que le contexte l'a imposé à la France. Vous savez, depuis des années,
les populations qui sont, je veux dire, friandes, qui sont très intéressées par cette histoire de souveraineté, ne font qu'appeler à cela. Et puis, pour reprendre Diomaye Faye, pour paraphraser Diomaye Faye qui disait la France ne va jamais accepter que des chars ivoiriens, par exemple, se baladent tranquillement dans les rues de Paris, dans les rues de Nantes et autres. Donc c'est une question de souveraineté. Je pense bien que les populations ivoiriennes doivent faire le constat, peut-être avec des applaudissements. Alors, Herman, justement, regardons un peu. Vous avez parlé de wagnérisation. Est-ce que ce n'est pas trop poussé, premièrement? Et puis, deuxièmement, est-ce que c'est le même procédé avec les pays de l'AES? En sachant que le 17, rappelez-moi, je vais me rappeler de la date. Alors, non, on a eu quand même un camp le 17 septembre, voilà, 2024, le camp je vais me retrouver, de l'Homo-Nord a été rétrocédé à Tomodi, à la Côte d'Ivoire. C'est un processus qui aboutit également à cette rétrocession en 25. Ouais, est-ce que c'est le même procédé que les pays de l'AES? Ce n'est pas forcément le bon procédé, mais on ne pouvait qu'y arriver. Parce que ne disons pas... C'est parce que le contexte impose cela, les dis que la France sait qu'aujourd'hui, les opinions africaines, les opinions ivoiriennes, de la sous-région ou des pays francophones, ne veulent pas forcément de leur présence. Donc, on fasse, comme le demande Macron, le redémolage de ces accords de défense, qu'on le fasse. Dans tous les cas, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit que l'AES, les pays de l'AES l'ont obtenu de force, le Sénégal est en train de faire une sorte de diplomatie. Le Tchad a surpris tout le monde parce qu'on sait bien que ce pays est accompagné par la France. Donc la France même a été surprise que le Tchad demande un départ de la force militaire. La Côte d'Ivoire, qui est aussi un bon enfant de la France, essaie de rentrer dans le schéma tracé un peu par la France, ce départ qui est progressif, qui va se faire en douceur. Mais dans tous les cas, c'est que la France est bien contrainte de partir. Très bien. Marius Komoé, votre regard après pratiquement un siècle de présence française en Afrique, avec des bases militaires dans certains pays, et Djibouti, justement, est l'un des pays où il y a la plus forte présence française. Ici, en Côte d'Ivoire, le camp Bima, le 43e Bima rétrocédé en 2025, janvier, et puis on aura 100 soldats qui, au fur et à mesure, partiront. Réaction. Ouf de soulagement. Ouf de soulagement. Ouf de soulagement. Pourquoi? Pour la simple raison que depuis des lustres, Herman l'a dit, cette Afrique que nous voyons aujourd'hui, cette Afrique décolonisée totalement, dont la majeure partie de ces populations n'ont pas connu la colonisation et ne sont donc pas décolonisées, n'entendaient pas voir sur leur sol, pour un pays qui se dit indépendant, souverain, de voir sur leur sol justement une force étrangère comme celle de la France. Longtemps, cela a été décrié, longtemps, cela a été dénoncé, et aujourd'hui, j'avoue que je suis très heureux d'entendre que les autorités ivoiriennes aient pris la décision justement, aient annoncé la décision de voir donc cette armée partir de notre sol. Mais là où je suis plus heureux encore, c'est que je fais le reconstat que contrairement à d'autres États, le gouvernement ivoirien a travaillé dans la discrétion totale, sans crier sur tous les toits. Nous ne voulons plus de l'armée française comme on entend de la bouche de certaines hautes autorités de certains pays frères et amis. Lesquels, par exemple? On a entendu avec l'AES, les pays de l'AES, et tout récemment avec le Tchad. Finalement, bien avant le Tchad, c'était le Sénégal, avec son président de la République, qui annonçait donc leur volonté de voir l'armée française quitter leur sol. Ici, on n'a jamais entendu aucune autorité ivoirienne faire une telle annonce, mais on constate que... Et bien qu'on n'était même pas informé de la démarche des autorités ivoiriennes dans la diplomatie souterraine, on s'étonne aujourd'hui de savoir que... Il y avait un plan bien précis, Marius Komoé. Pardon? Il y avait un plan, n'est-ce pas? Mais il y avait un plan, et le plan avait déjà démarré avec le président Ouattara. Et c'est pour ça que je dis, je suis heureux de savoir que sans crier sur tous les toits, ils ont réussi quand même, ils ont réussi, même pas quand même, ils ont réussi de main de maître à nous départir de ce biberon-là que nous ne voulons Pourquoi plus. vous qualifiez justement la présence française militaire de biberonnage, Marius Komoé? Qu'est-ce que cette armée française apporte véritablement par sa présence en Côte d'Ivoire, là où nous voulons véritablement notre souveraineté? Hier, la France n'avait pas accepté justement de voir l'armée nazie, l'armée allemande sur son sol. Aujourd'hui, nous disons que si nous réclamons notre souveraineté, nous devrons nous donner les moyens d'avoir une armée qui assure
la sécurité de nos hommes et de l'entièreté de notre territoire national. Cela n'enlève en rien la volonté de nos gouvernants de coopérer avec toute force étrangère en vue justement de donner les moyens nécessaires à notre armée d'assurer justement la sécurité des biens et des personnes au niveau national. Donc la défense de notre territoire est une prérogative régalienne dans un État souverain qui ne saurait s'accommoder avec la présence d'une force étrangère. Et donc, nous sommes bien heureux de savoir que nos gouvernants ont atteint cet objectif tant souhaité par la communauté africaine de nos jours. Et donc, dans sa mise en œuvre, nous serons bien regardants sur justement le processus et comment ça va se dérouler jusqu'au départ du dernier soldat français et de son char, pour ne pas dire de ses armes, sur notre sol en Côte d'Ivoire. Alors Marius, pour couronner donc vos propos, souveraineté nationale, d'accord, tout en gardant la coopération internationale. C'est obligatoire. Aucun pays au monde ne peut vivre en autarcie. Et c'est vrai que je suis parmi ceux qui ont toujours dénoncé la présence de forces étrangères sur un territoire donné, comme le nôtre. Mais je suis d'autant plus heureux aujourd'hui de savoir que, bien que nous allons nous séparer de ce biberonnage, je suis bien heureux de savoir que le ministre en charge de la Défense, un monsieur d'ailleurs qui ne fait pas beaucoup de bruit. Rappelez-vous le dossier du Mali. Quand nos soldats ivoiriens se sont retrouvés au Mali, il a réglé le problème sans crier sur tous les toits, là où en face, on pilonnait la Côte d'Ivoire de tous les maux. Tout récemment, au Burkina, on a entendu au plus haut niveau les autorités burkinabées militaires se dénoncer justement un certain nombre de pratiques, disent-ils, de l'État de Côte d'Ivoire. Là encore, bien qu'il soit le ministre d'État, ministre de la Défense, il n'a fait aucun bruit sur ce dossier, mais on n'entend plus parler de ça. Je constate que c'est un monsieur qui est véritablement compétent et qui travaille au poste où il est, dans la discrétion, et qui gagne, bien qu'il soit, on peut le dire ou pas, mais moi je dis bien qu'il soit très proche du président de la République, mais il est compétent et il fait du bon travail, et je pense que c'est quelqu'un qu'il faut naturellement féliciter. Marius, Daouda Coulibaly, après votre commentaire justement sur ce constat-là, qu'est-ce qui fait que la méthode ivoirienne justement marche et que tout doucement, sans crier gare, on arrive à obtenir les mêmes résultats souvent recherchés par certains, Daouda? Depuis très longtemps, je pense que sur ce plateau, on a été parmi les rares personnes à toujours rester cohérents dans notre démarche. Et je pense que quand la Côte d'Ivoire aujourd'hui est... Le protocole d'accord se signe entre la Côte d'Ivoire et la France, c'est l'exercice même de la souveraineté dans toute sa splendeur qui est en train de s'exprimer là. C'est-à-dire? Parce que, pourquoi on puisse en arriver là, c'est parce que la Côte d'Ivoire est un État d'abord souverain. C'est parce que nous sommes souverains que nous sommes arrivés à discuter d'égal à égal avec la France pour voir le processus de départ des soldats français. Pour revenir sur la transition du 43e BIMA à Abidjan sous commandement ivoirien, je pense qu'il faut l'analyser sous trois prismes. Le premier prisme, c'est un prisme stratégique. Le deuxième prisme, c'est le prisme politique et le prisme symbolique. Je vais commencer par la symbolique. Allez-y. Avec la symbolique, déjà, le nom du camp est donné à l'ancien général Ouattara Thomas Dakin, qui a été un célèbre général ivoirien. Et je pense que cela renforce, en fait, dans un premier temps, l'histoire militaire nationale. Le premier chef d'état-major. Le premier chef d'état-major, voilà. Et pour moi, en termes de symbolique, c'est un nouveau départ dans la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Et ce processus témoigne, en fait, de l'évolution des relations post-coloniales vers un partenariat plus égalitaire et plus pragmatique. Au point de vue stratégique, cette transition marque une étape dans la souveraineté militaire ivoirienne avec la reprise du contrôle total des infrastructures stratégiques. Tout à l'heure, tu parlais de l'Omo Nord. Aujourd'hui, on est en train de parler du 43e BIMA. La présence aujourd'hui, parce qu'on est en train de parler du départ de l'armée française, mais c'est une présence qui est réduite aujourd'hui à 100 soldats, qui illustre en fait une coopération révisée et axée sur le soutien technique plutôt que sur le contrôle direct. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce camp-là aussi va servir peut-être de base d'entraînement quand on sait qu'aujourd'hui, nous sommes enclins à une forme de terrorisme autour de nous qui ne dit pas son nom. N'oubliez pas l'attaque de Bassam
en son temps l'attaque de Toubor, de Kafolo, de Bouna et autres. Et l'implication politique, c'est que ce changement en fait s'inscrit dans un contexte régional où plusieurs pays tels que le Tchad ou bien même le Mali et autres ils révisent leur coopération. Eux, ils sont allés de façon franco, mais c'est pour dire de façon claire qu'on n'a pas besoin de crier au loup, de se comporter comme une tribu. Est-ce que nous avons justement les mêmes réalités que ces pays-là, justement, Daouda? Ce n'est pas une question de réalité, parce qu'il y a des accords qui ont été... Ces accords ont été signés il y a très longtemps. Et aujourd'hui, quand j'entends certaines personnes parler de souveraineté à tue-tête, ils me demandent finalement, quand ils parlent de souveraineté, qu'est-ce qu'ils mettent dans le thème souveraineté? Parce que la Côte d'Ivoire décide de ses lois, la Côte d'Ivoire décide de sa monnaie, la Côte d'Ivoire décide de sa politique intérieure et extérieure. Donc je ne sais pas où est le manque de souveraineté. Ça, c'est la première chose. Donc, on peut être souverain sans pour autant être là tout le temps en train de crier au loup, se comporter comme une tribu assiégée. Non. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est comportée comme un pays responsable. Aujourd'hui, l'armée française s'en va et rien, le ciel ne va pas tomber sur la tête de quelqu'un. Donc, de façon claire et nette, moi, je suis très content et je pense que le fait que les 100 soldats vont rester... Qui sera réduit au fur et à mesure. Hein. Non, mais ça sera réduit au fur et à mesure, mais ça va aussi... on est maintenant dans de la formation, dans du renseignement, dans beaucoup de choses, parce qu'il ne faudrait pas oublier les enjeux sécuritaires actuels de la sous-région. C'est très important. Donc, Christelle, je termine par ça. C'est la souveraineté dans sa plus grande splendeur qui vient de s'exercer. Élisée Boloubeu, quand vous écoutez donc tous nos amis sur ce plateau-là, quel est votre point de vue justement sur cette passe d'armes, on va le dire, pour janvier 2025 du 43e BIMA? Moi, je pense déjà qu'il faut comprendre que tôt ou tard, ça devait arriver. Voilà, je pense que l'armée française ne devait pas rester indéfiniment, éternellement en Côte d'Ivoire. Ça devait arriver un moment où l'armée devait plus ou moins partir. C'était de savoir à quel moment et au terme de quel processus cela allait se faire. Mais il est important, en tout cas pour nos téléspectateurs, de rappeler que le fait aujourd'hui qu'on aboutisse à un tel dénouement, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Déjà, pour la gouverne des uns et des autres, le 26 janvier 2012, il y a un accord de partenariat de défense qui a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et la France. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, je dis 26 janvier 2012, c'est-à-dire que ça faisait moins de 2 ans qu'on venait de sortir de la crise post-électorale. Pendant 2012 même, on a eu des commissariats qui ont été attaqués. C'est-à-dire qu'on était dans une situation même militaire difficile. Ça n'a pas empêché les autorités ivoiriennes de signer ce partenariat. Et ils n'ont pas fait de grand bruit dessus. Ils n'ont pas eu besoin, comme l'a dit Daouda, de prendre un mégaphone et crier sur tous les toits que l'armée française partira. Ils ont travaillé à ça, on a abouti à ce résultat. Je pense que c'est bien de toujours crier souveraineté, souveraineté. Moi, je suis totalement d'accord. Moi, je dis la souveraineté d'un État, c'est la signature. Parce que si la souveraineté, c'est juste la présence d'une base militaire qui pose un problème à la souveraineté, mais souffrez qu'aujourd'hui, il y ait plusieurs États qui ne soient pas souverains. C'est-à-dire? Je pourrais vous dire que l'Allemagne n'est pas souveraine parce qu'elle a une base américaine en Allemagne. Je pourrais vous dire que la Corée n'est pas souveraine parce qu'elle a une base militaire en Corée. On pourrait vous dire que le Japon n'est pas souverain. On pourrait vous donner plusieurs pays qui ne sont pas souverains parce qu'ils ont des bases militaires dans ces pays-là. Mais c'est stratégique. C'est stratégique. Et aujourd'hui, je pense que les résultats obtenus par la Côte d'Ivoire et la méthode employée, pour moi, font cas d'école. Font vraiment cas d'école. Aujourd'hui, là, tout le monde est unanime. L'armée française est en train de partir. Le camp du 43e BIMA passe sous contrôle de l'armée ivoirienne. Mais tout le monde est tranquille. Ceux qui crient souveraineté, souveraineté sont tranquilles. Ceux qui ne crient pas souveraineté, souveraineté, mais qui passent du travail diplomatique sont tranquilles. Et ça, c'est une méthode qui, pour moi, doit être enseignée. On n'a pas besoin de, chaque fois, faire vraiment des tambours, vraiment tambouriner pour... Non, ce n'est pas utile. Ce n'est même pas utile. À un moment donné, je pense qu'il faut avoir un objectif clair. Quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Se donner les moyens de l'atteindre. Moi, je dis toujours, prendre le prétexte de l'armée et le crier sur tous les toits, pour moi, c'est du populisme. Souffrez que je le dise, mais pour moi, c'est du populisme. Parce que forcément, ça va avoir un retentissement dans la population. Ce n'est pas utile. Mais pourquoi justement ça aura donc un retentissement dans la population? Quel est le regard des populations? Oui, mais parce que justement, dans l'opinion populaire, on a incrusté le fait, ça peut être à raison, ça je le concède, ça peut être à raison que la France n'a pas été toujours équitable dans ses rapports avec les pays africains. Ça peut être à raison. Mais une chose est certaine, l'objectif visé en le proclamant au effort, c'est un objectif purement et simplement populiste. Parce que, de vous à moi,
Même quand on finit de dire que l'armée va partir, comme c'est le cas par exemple au Sénégal ou bien au Tchad, mais ça va obéir à un processus. Bien sûr. On ne se lève pas du jour au lendemain puis on balaie l'armée, ça va obéir à un processus. Mais ce processus-là, l'État de Côte d'Ivoire l'a entamé en 2012. 26 janvier 2012, on a signé un accord, sans pour autant qu'il y ait sur tous les toits. Là où la situation de sécurité était précaire, parce que ça, il faut qu'on le dise aussi, parce qu'on sortait de la crise, ça faisait moins de 2 ans. Et il y avait même des attaques encore qui continuaient, des commissariats et autres. Donc c'est pour dire quoi? Moi je dis et je le répète, la France, l'armée française, à un moment donné, devait partir. Je crois que le moment est arrivé pour l'armée française de partir. Elle part, mais elle part sur des bases saines, avec des accords, vraiment en toute responsabilité, avec les autorités ivoiriennes et les autorités françaises. On trouvé un accord qui soit un accord à toute responsabilité. Ça n'affecte aucunement et à aucun moment nos rapports. Et ça, c'est ce qui est important de qualifier. Une chose là-dessus, je termine là-dessus. Le 43e BIMA, tel qu'il était configuré à Port-Boué, pour ceux qui l'ont visité une fois, vous verrez qu'il y a des Ivoiriens qui y travaillent. Beaucoup d'Ivoiriens même d'ailleurs travaillent dans des familles et dans des maisons. Pourquoi c'est important de le mentionner? C'est important de le mentionner parce qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression que l'armée française était là. Nous, on n'en profitait pas, qu'on n'avait rien à y avoir, qu'on ne gagnait absolument rien. C'est important de le préciser. Il y a des gens qui y travaillaient, qui vivaient de ça, de la présence de l'armée française dans ce pays-là. L'armée française a contribué à nous aider dans l'établissement cartographique de l'État de Côte d'Ivoire sur certains points. L'armée française nous a aidés à certains endroits. Je prends même juste la question de la rébellion. Qu'est-ce qui a empêché la rébellion de descendre sur la Côte d'Ivoire? Sur Abidjan. La rébellion, la force tampon était dirigée par qui? C'était la France. C'était l'armée française. Il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette armée, je ne dis pas que je doute de notre armée, mais peut-être que les conséquences auraient été peut-être plus graves aussi. Si on regarde un peu l'implication ou l'action de l'armée française en Côte d'Ivoire sur différents angles, on va rentrer dans un autre sujet. Je vous écoute et je prends. Non, ce que je vais faire ressortir, ressortir le fait qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression que la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire a été purement et simplement négative. Ce n'est pas vrai. Voilà, elle a apporté quelque chose, elle a contribué à un certain niveau. Même il y a des choses qui ont été réalisées, des infractions qui ont été réalisées, mais du fait de l'armée française. Donc il y a des choses qui ont été acquises sous l'armée française. Maintenant, comme je le dis, l'État de Côte d'Ivoire et l'État français ont jugé à un moment donné qu'il fallait redéfinir les accords de partenariat. Et parmi ces accords-là, l'un des points, c'était le départ de l'armée. Et ils y sont parvenus. Très bien. Alors, on parle des États-Unis, de l'Allemagne, mais n'oublions pas qu'ils font partie de l'OTAN. Et donc, au niveau de l'OTAN, il y a des accords qui font en sorte qu'ils peuvent donc héberger des bases militaires de l'un ou de l'autre. Est-ce que c'est la même configuration, justement, de ce que nous avons ici, Élisée? Non. On termine. Non, je pense qu'il ne faut pas... Non, ce n'est pas juste de le dire. C'est une question posée. Tous les pays où les bases américaines ne sont pas de l'OTAN. Ce n'est pas vrai. Celui qui dit ça, vous le dites. Je parle de l'Allemagne, Élisée. Mais ce n'est pas juste l'Allemagne. Je vais citer plusieurs autres pays. C'est l'exemple qui a été cité. Oui, mais c'est pourquoi moi je cite les autres pays pour rabattre ça en brèche, pour dire que ce n'est pas ça l'élément fondamental. Voilà, c'est vraiment pas ça l'élément fondamental. C'est parfait, c'est bien noté. Pas la même chose. Herman, alors, vous avez écouté Élisée et Daouda et Marius Komoré. Ils estiment que lorsqu'on parle de souveraineté, ceux qui brandissent le drapeau de la souveraineté doivent s'inspirer, mais calmement et simplement, du modèle ivoirien qui, in fine, arrive à démontrer qu'ils sont libres de décider. Depuis 2012, Élisée a rappelé donc la date, les accords ont été signés et aujourd'hui, chose faite, le 43e BIMA sera retrocédé. Avant ça, il y a eu d'autres choses. Déjà, il faut peut-être indiquer à Élisée que sur la question de la force tampon que constituait la France concernant la rébellion, et la responsabilité de la France sur la question de cette crise-là, cet épisode de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on peut épiloguer là-dessus et ce n'est pas forcément sa version-là qui va rester. Donc je voudrais que, comme ce n'est pas ça qui est l'objet du débat qu'on le fasse. Et puis là-dessus, je voudrais ici, peut-être qu'il faut le dire à Daouda, parce que souvent, peut-être qu'il ne voit pas ça dans ses lancers, il utilise des éléments de langage qui ont tendance à insulter un peu l'intelligence de chacun ici. Ah bon, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, tout à l'heure par exemple, il a dit ici qu'il est le seul à pouvoir rester cohérent et autres. Je ne crois pas. Donc je ne sais pas si, ça je voudrais faire la précision là-dessus, pas laisser passer. J'ai cru que vous aurez non, ce n'était pas une insulte, Herman, c'est pas une insulte. Oui, mais quand on le dit et qu'on est en face d'autres intelligences en soi, on essaie d'être modeste lorsqu'on tient la parole. Très bien. Et ça, si ça vous a écorché, vous recevez donc... Mais pour une chose, moi, ça me fait toujours rigoler qu'on vienne spéculer sur la question de la souveraineté d'un État. Pourquoi? Et qu'on dise que la souveraineté, les gens... Mais ceux qui font qui battent le tambour sur la question de la souveraineté ailleurs, c'est ce qui permet à ce que d'autres pays amorcent la question de souveraineté là en douceur. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire et qu'on prend comme modèle, et je suis bien content qu'on le fait en douceur, mais c'est parce qu'ailleurs, des voix se sont levées
pour dénoncer ce fait-là que des armées étrangères soient sur nos territoires et que ces armées-là vont du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec un laissez-passer qui est... C'est parce qu'ailleurs, les gens lèvent la voix pour cela. C'est vrai qu'ailleurs, quand les gens le font, on peut estimer que les gens ne le font pas en douceur, mais c'est parce qu'ils doivent crier pour que justement, nous, ailleurs, dans d'autres pays, on puisse avoir nos éléments de souveraineté en douceur comme en Côte d'Ivoire. Juste une question, Herman. Lorsque Élysée faisait ses éléments de langage, il parlait de 2012 déjà. Les accords avaient déjà été commencé déjà. La question sur la présence militaire, oui, Alpha Blondy l'a chanté, je ne sais même plus en quelle année. Oui, d'accord, mais en même temps, en 2012, la présence militaire des Français, la présence française. En 2012, on n'avait pas l'atmosphère de. Oui, mais 2012, je veux vous dire que 2012, oui. C'est parce que ces voix-là se sont levées très tôt. Alpha Blondy, je vous dis qu'Alpha Blondy a posé la question dans une de ses chansons, et on est loin de 2012. Je crois que c'était dans les armées françaises. Allez-vous voir, parce qu'il fallait qu'il y ait des gens qui le disent pour que la France, qui est notre partenaire, avec qui ces pays-là ont signé ces accords de défense, revoient leur copie. Et ça s'est imposé finalement à cause de ces voix-là, du moment où la France s'est dit que on n'est plus dans un environnement qui est plus ou moins favorable. Les gens veulent forcément des relations d'égal à égal, notamment sur les questions de coopération militaire et autres. Voilà pourquoi la France a anticipé avec certains pays qui sont d'accord pour aller avec elle, à aller en douceur avec un processus bien tracé. Le fait qui sera réduit à 100 hommes, 100 soldats français en 2025, en janvier 2025, avec un commandement ivoirien, ça n'a pas été fixé aujourd'hui. Et je ne crois pas que ça... Si en 2012 ça a été signé, c'est parce que les voix se sont levées. Donc il ne faudrait pas qu'on jette, on jette cette intelligence des Africains qui ont réclamé à un moment donné que la présence militaire française sur nos terres soit revue, qu'on jette cela, qu'on dise que non, on n'avait pas besoin de crier. C'est parce qu'ils ont crié que nous, on ne crie pas et on l'obtient. Très bien, merci beaucoup Herman. Alors Daouda, un demi-point et puis on part à Songhon pour parler de ce qui s'est passé entre le district et le ministère des Ressources halieutiques. Je vais revenir sur la question de la France. Aujourd'hui, il faut reconnaître un truc qui est très important, c'est que la France déjà souffre de son passé colonial qui lui pèse sur le dos. Donc du coup, chaque populiste du dimanche qui sort automatiquement... Chaque populiste dimanche qui sort Daouda. Oui, mais il y a des populistes au Burkina, au Mali, au Tchad, et puis partout. Les populistes du dimanche, les gens qui veulent en fait haranguer des foules comme ça à la va-vite, il suffit qu'on s'attaque à la France, il suffit qu'on s'attaque à, comment on appelle ça, au colonialisme, automatiquement, on a une foule qui nous suit. C'est ce qu'il a appelé du populisme. Il faut sortir de ce populisme. On n'a pas eu besoin de tout ça pour pouvoir en arriver à ce point. Parce que, comme Élysée l'a si bien dit, en 2012 déjà, la Côte d'Ivoire parlait du départ de l'armée française. Et aujourd'hui, elle s'en va dans de très bonnes conditions. On n'a pas besoin de populisme. Trop, ça en est trop. Il faut arrêter d'abrutir le peuple ivoirien. Peut-être que certaines personnes ont encore le complexe du colon. Mais nous qui sommes nés après le colonial, on n'a pas ce complexe. On peut discuter d'égal à égal et puis ils vont partir. Très bien, voilà. Merci beaucoup, messieurs. Le sujet, de toute façon, reviendra parce qu'on observera le reste du régiment qui est là. Les 100 vont partir au fur et à mesure. Mais en tout cas, information à retenir, à partir de janvier 2025, le 43e BIMA passe sous commandement ivoirien. Alors, du 43e BIMA à Port-Bouët, transportons-nous à Songhon. Pourquoi? Parce que justement, après l'abattoir de Port-Bouët, le contrôle sanitaire de Songhon, l'abattoir de Songhon, vire à la bagarre. Pour éclairer vos lanternes, regardez juste cet élément et on débrief après. Puis vous remontez les formations. Vous m'écoutez aussi et puis vous remontez les formations. Allez-y-moi. Allez me pousser. Allez me pousser. Faut me pousser encore. Viens. Faut me pousser encore, c'est garçon. Pousse-moi. Viens me demander. T'as me pousser. T'as me pousser. Qui? T'as me pousser. Viens mettre ta pointe ici. Mets ta pointe. Arrêtez ça. Ça remplit ça là.
Voilà, je rappelle que nous sommes à Songon, à l'abattoir de Songon. Une bagarre éclate donc pour le contrôle sanitaire, évidemment. Il y avait donc une bête abattue, il fallait contrôler la bête. Et une bagarre éclate entre les services donc, du district et du ministère des Ressources halieutiques. Alors, Marius Como, essayons de comprendre avec vous ce qui se passe concrètement. Après l'épisode de Port-Bouët, on aurait cru que la situation était donc rentrée dans l'ordre. On se déporte à Songon et on a cette vidéo qui démontre qu'attention, on est loin de travailler en tout cas en bonne énergie. Que se passe-t-il concrètement? Alors, ce qui se passe, disons le tout net, c'est la course effrénée au gain facile. C'est-à-dire? Le contrôle, l'inspection et le contrôle dans les abattoirs, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent comment? Absolument, aux agents contrôleurs. Et bien évidemment... Pas à tous les agents contrôleurs, tout le monde n'est pas courant. Je vous donne l'information. Moi, je suis au cœur de la République. Ah bon? Voilà, vous êtes dans le dispositif? Oui, je suis responsable d'organisation de consommateurs. Tout à fait. C'est des textes sur lesquels nous avons travaillé avec l'État à travers la direction des services vétérinaires, qui dépend donc du ministère des Ressources animales et halieutiques. Donc, un monsieur comme moi, quand je parle, je sais de quoi je parle. Très bien. Cela vous dit, dites que tout ce cela qui se passe là ne devrait pas vraiment se présenter dans une république comme celle de la Côte d'Ivoire sous le régime du président Ouattara. Je n'arrive pas à comprendre cette histoire entre le district et puis le ministère en charge des ressources animales et halieutiques, étant entendu que les tests qui régissent le fonctionnement de la République, tant au niveau du ministère des ressources animales et halieutiques que du district autonome d'Abidjan, ne donnent aucune compétence en matière de contrôle des produits, des denrées alimentaires au district autonome d'Abidjan. Les agents contrôleurs, les inspecteurs et autres contrôleurs que vous voyez au district, là, mais c'est des gens qui sont mutés, qui sont affectés, qui sont envoyés par qui? Par le ministère en charge des ressources animales et halieutiques. Leur recrutement, leur formation... Donc les vétérinaires qu'on voit au district sont recrutés, sont envoyés par le ministère. C'est le ministère qui les forme. Le district n'a pas d'agent vétérinaire, le district n'a pas d'agent de contrôleur, le district gère les abattoirs et un certain nombre d'abattoirs. Mais l'abattoir de Songon n'est pas sous la coupole du district autonome d'Abidjan. C'est sous la coupole de la commune de Songon. D'ailleurs, face aux dérives constatées, c'est-à-dire l'incursion des agents contrôleurs, des inspecteurs du district à l'abattoir de Songon, le sous-préfet de Songon a eu à écrire au gouverneur du district d'Abidjan pour lui demander de lui expliquer ses prérogatives qui lui permettent de venir jusqu'à l'abattoir de Songon avec ses services pour faire des contrôles. Là où il y a déjà des services du ministère en charge des ressources halieutiques et animales qui font ce travail. Son courrier est resté sans suite. Il a écrit un deuxième courrier pour dire qu'il ne veut plus voir d'agents du district venir faire des contrôles à Songon. Et ce courrier également est resté sans suite, avec ampliation bien entendu à la gendarmerie, ampliation au ministère en charge des ressources animales et halieutiques. Donc il faut véritablement qu'on y mette un terme. Les agents assermentés, d'abord leur recrutement, leur formation découle de la volonté du ministre. C'est le ministre des Ressources animales et halieutiques qui les recrute. C'est lui qui les mute, qui les affecte au district. Donc pourquoi? Simplement parce que les gens, quand ils vont faire une inspection, ils inspectent un animal abattu, c'est de l'argent qu'ils prennent. Et donc, ils veulent avoir tellement d'argent... Ils ne devraient pas en prendre lorsqu'ils font l'inspection normalement? Mais si, les inspections sont payantes. Seulement, ils veulent gagner plus en inspectant plus. Et donc, et pourtant, il ne faut pas dépasser sa plate-bande. C'est ce que nous avons vu à Port-Bouët. On attend d'ailleurs des conclusions de l'attitude des responsables de l'administration face à l'attitude de ceux que nous avons vus à Port-Bouët. Et puis là encore, on constate également une dérive. Et pourtant, c'est le ministère en charge des ressources animales et halieutiques qui doit faire quand même le contrôle sanitaire des denrées alimentaires. Élisée Boloubé, quel est votre point de vue justement sur cette affaire? Ben, je pense, pour ma part, je n'irai pas jusqu'à, je vais dire, à trouver une corrélation entre ce qui s'est passé la dernière fois à l'abattoir de Port-Bouët et cette situation. Je note juste que c'est une situation dommageable, une situation triste, où encore des agents, je vais dire, de l'État
qui logiquement devraient se donner la main d'association pour préserver la santé des Ivoiriens s'empoignent. Et ça, vraiment, ce n'est pas de nature, je vais dire, à apporter la sérénité et à encourager même les citoyens que nous sommes. Parce que cette bagarre, je n'ai pas la suite, le fin mot de l'histoire à la fin, je veux dire, mais à supposer que ce contrôle n'ait pas eu lieu. On nous a donc envoyé des aliments non vérifiés, non certifiés, je vais dire consommables, qu'ils ont mis sur le marché. Il y a un problème. Moi, je pense que et cette situation et la situation précédente interpellent sur la nécessité très vite, qu'on puisse, que les gouvernants, que les pouvoirs publics puissent trancher et définitivement mettre chacun, mettre chacun face à ses prérogatives. Bien sûr. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un souci de compétence, ou du moins il y a la manifestation d'une mauvaise foi quelque part, il faut qu'elle soit dénoncée, décelée. Là, quand on regarde ces images, vraiment... Justement, j'allais vous demander, Herman... C'était mon point. Parce que, ok, d'accord, Herman, vas-y alors, je te laisse. Je ne sais pas si... Il y a un conflit de compétences entre deux entités, deux entités qui envoient leurs inspecteurs, mais on constate que les animaux, ces bêtes-là sont abattues à même le sol, en plein, je ne sais pas si c'est... Dans les conditions insalubres. Moi, au-delà de ces images-là, quand on voit, je me pose la question, parce que la dernière fois, dans le cas de l'abattoir de Port-Boué, ce qui a été, c'est que le Premier ministre Robert Begué-Mambé avait s'était saisi du dossier, il devait approcher tous les acteurs, le district d'Abidjan et le ministère. Donc on constate qu'en la réalité, sur le terrain, il y a quand même des challenges, il n'arrive pas à s'attendre. Moi je pense qu'il n'a qu'à continuer de poursuivre cela parce que, mine de rien, comme on le dit, pendant qu'ils sont en train de se battre, nos bêtes-là sont tuées, sont abattues dans des conditions vraiment insalubres et sans hygiène. Et j'imagine que si la cuisson n'est pas bien faite dans nos ménages, chez nous à la maison, on serait peut-être affecté. Il faut qu'ils s'intéressent à ça. C'est ça qu'ils font leur première mission, de faire en sorte que les bêtes, la viande que les Ivoiriens, les Abidjanais consomment chez eux à la maison, et que ça soit de la viande saine. Et ça, il ne faudrait pas qu'ils se démarrent loin de leur palabre. Et je trouve, que Marius l'a dit, je trouve quand même... Je me dis que toutes les personnes qu'on a vues, que ce soit techniciens ou vétérinaires ou bien ingénieurs vétérinaires, ceux-là, des médecins vétérinaires, ces personnes-là qu'on a vues sur les images sont de la compétence du ministère des Ressources animales et halieutiques. Je ne peux pas comprendre que le district ait ses contrôleurs, ses propres contrôleurs. Et ça, comme mes images ne nous donnent pas plus d'informations là-dessus, j'espère que ces personnes qu'on a vues dans des blouses blanches sont du ressort du ministère des Ressources animales et halieutiques. Dans tous les cas, ces images nous ont été donc transférées par les techniciens eux-mêmes sur place, justement, et pour présenter donc ce conflit de compétences. Marius, vous voulez... dire un dernier mot? Oui, je voulais juste rappeler que, comme le fait la police nationale, vous voyez bien, dans les services privés, dans les administrations privées, et même dans les administrations publiques, la police nationale affecte des agents de la police, des policiers, dans les services de certaines structures qui travaillent beaucoup plus et qui ont besoin d'assurer leur sécurité pour être plus à l'aise dans leur travail. C'est le même cas. Le ministère des Ressources animales et halieutiques forment des agents inspecteurs, contrôleurs, qu'ils affectent des contrôleurs naturellement, qu'ils affectent dans des abattoirs pour contrôler justement la sécurité sanitaire des produits, des bêtes, des moutons, des bœufs abattus. Alors, comment dans un tel contexte, des agents qui sont sortis du ministère, affectés dans des abattoirs, je vais dire à la direction des abattoirs du district autonome d'Abidjan, se retournent par la suite contre leur propre ministère? Là, il faut vraiment s'interroger, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces agents-là, une fois formés par le ministère, se retrouvent au district et combattent finalement leurs supérieurs qui viennent souvent sur le terrain pour faire le contrôle? Il faut y mettre un terme et je pense que cela y va de la santé des Ivoiriens parce que le cœur de tous ces contrôles et ces inspections, c'est de mettre en œuvre la politique de sécurité sanitaire des aliments au plan national. C'est ce qui est important. Nous y travaillons d'ailleurs avec le NANADA.
Vous y travaillez. Ah oui, en tant que président. En tant que responsable des organisations de consommateurs. C'est ça qui est l'abattoir de... C'est l'ANADA qui pilote toute la politique nationale de sécurité sanitaire des aliments. Herman, qu'est-ce que vous disiez? Non, si ce sont ces images, parce qu'on parle de l'abattoir de Songon. de Songon, Je cherchais l'abattoir de Songon. On a vu des bêtes qui sont abattues en pleine broussaille. Dans un enclos, c'est un abattage clandestin. C'était pas les images qu'on a vues tout à l'heure, c'est pas l'abattoir de Songon. Enfin, un abattoir, c'est sérieux. Je veux dire, c'est voilà, avec tout. Non, je m'inquiétais juste. On comprend bien. Mais en tout cas, nous en appelons à la paix et au retour de la paix et de la sérénité, justement, entre ces deux structures très importantes, très stratégiques, justement, pour un meilleur être des Ivoiriens et surtout qui permettent donc à un meilleur contrôle sanitaire. Et nous savons que la sagesse, évidemment, pourra donc abriter les uns et les autres à l'effet d'avoir la paix dans ces différents secteurs. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nous sommes toujours en votre compagnie. Merci de nous suivre. Nos amis sont toujours là. Élisée Boloubeu, Herman Aboua, Marius Komoé, Daouda Coulibaly. Ils sont là sur ce plateau. Et allons justement en Guinée. Nous avons une mauvaise nouvelle qui nous vient de la Guinée. Vous l'avez fortement peut-être suivi. Des dizaines de morts. On parle officiellement de 56 personnes décédées justement lors d'une finale d'un tournoi qui porte le nom du chef de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Alors, messieurs, regardons un peu les mouvements de foule, justement, qui se passent sous notre continent, pas que parce que sur notre continent. Ailleurs, lorsqu'il y a mouvement de foule pas contrôlé, on arrive à des morts. En Côte d'Ivoire, on se rappelle du 1er janvier 2013, on a eu 60 morts, après donc des feux d'artifice. En Iran, 56 morts, en Éthiopie, 52 morts. Enfin, à chaque fois qu'il y a des foules qui se rassemblent, on est obligé de constater donc ces dégâts-là. Messieurs, vos commentaires, Daouda. Déjà, avant tout propos, je tiens à m'incliner devant la mémoire des personnes disparues parce qu'au niveau de la Guinée, si les sources officielles parlent d'une 50aine de morts, mais les sources officieuses parlent de plus d'une centaine de morts. Et ces morts-là interviennent lors d'un match interrégional entre, c'est Leba et Zérékoré. Labé et Zérékoré. Quand on sait que dans il y a une certaine forme de rivalité entre ces deux régions-là, forcément, pendant le match, il y a, comment on appelle ça, l'arbitre a sifflé un pénalty contre l'une des équipes et a donné 2 cartons rouges à l'équipe en question. Et donc, ce qui a suscité la colère de l'équipe des supporters contre qui ils ont sifflé ce pénalty-là. Finalement, tout est de fil en aiguille, tout est parti en cacahuète. Donc la colère a suscité donc donc finalement, les gens dans la bousculade et autres, on se rappelle une fois ici au stade, même au stade de Félix Boigny, avant qu'il ne soit rénové, on a eu ce genre de bousculade où il y a eu des morts lors d'un match des éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est des choses qu'il faut pouvoir contrôler, surtout quand on a un rassemblement de foule comme ça, il faut pouvoir gérer. Qui doit gérer justement? Mais la police, la foule doit être gérée par la police, par la gendarmerie. Et comme le pays même est militarisé, je pense que les militaires auraient dû, puisque le match était à l'honneur du président. Pourquoi vous portez la voix assez haute, Daouda? Cette fois-ci, j'ai porté la voix un peu haute. Ok, je vais baisser la voix. Vous dites que c'était à l'honneur du président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya. Je pense que les militaires auraient dû sécuriser ce match-là. Ils ne l'ont pas fait. On déplore les morts et malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé. On espère bien que les blessés vont s'en sortir. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Marius, votre commentaire. Comment faire pour éviter justement que lorsque des peuples, des foules, enfin, on assiste surtout à un match, comment on arrive à calmer sa colère quand l'arbitre fait peut-être un mouvement qu'on n'a pas compris, un carton par-ci, par-là. Comment arriver à calmer sa colère et puis à laisser courir le match, en fait, et partir vivant? Il y a 2 points ici. Alors, la gestion des matchs d'une telle envergure, entre 2 équipes très supportées, celle de Nzérékoré et celle de Labé, Daouda l'a dit. Et puis, il y a la question de la gestion même des matchs par le corps arbitral. Parce que quand le corps arbitral se permet de faire de siffler à n'importe quelle pièce face à une équipe qui très souvent
à l'emporte. Est-ce que ça justifie cela, Marius? Non, à l'emporte-pièce. Bon, mais ça justifie la colère des supporters. Parce que les supporters, c'est le 12e homme. C'est eux-mêmes qui font le match. C'est eux-mêmes qui encouragent leurs équipes. Et donc, au même titre que les joueurs qui se dépensent physiquement sur le terrain, eh bien, les supporters se dépensent avec leur voix, avec les grelots, avec les chants, avec les applaudissements, avec les cris. Est-ce que ça veut dire qu'on doit mélanger un match parce qu'on n'est pas content de l'arbitre? Non, non, du tout, aucunement. C'est pour ça que je parle de gestion des matchs. La gestion des matchs, pas les organisateurs. Très bien. Il faut donc que les organisateurs prennent toutes les dispositions nécessaires, surtout lorsqu'il s'agit d'une rencontre qui oppose deux équipes très supportées et d'une rencontre placée quand même sous une rencontre à l'hommage du chef de l'État, du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Et donc, c'est certainement l'inorganisation à la matière, je n'allais pas dire l'incompétence, mais la négligence des organisateurs sur justement cet aspect des choses qui, naturellement, a engendré cette dérive. Herman, commentaire? Non, moi, je vais faire peut-être une petite comparaison. Lorsqu'on prend les matchs des professionnels dans les stades, comment vous appelez ça, les stades homologués, on voit que malgré le fait que les joueurs sont professionnels, l'arbitrage est professionnel, les supporters qui viennent, il reste quand même, il y a des garde-fous à distance. Et mieux, il y a des agents de sécurité qui ne regardent même pas le match, qui font le dos au match. On prend toutes ces dispositions parce que... Mais ce match-là, cette rencontre-là, quand on voit, c'était une rencontre assez populaire, il y avait plusieurs personnes, mais c'était carrément comme un terrain de Maracana des Zébiers, c'est ce que je voulais dire. Et il y a cette grande foule-là, surtout que c'est important peut-être pour la nation, il fallait peut-être mieux sécuriser, empêcher que ça arrive. Dommage, c'est arrivé. Je ne crois pas, ils se sont peut-être dit que les supporters allaient être pacifistes. Bon, c'est arrivé, Élisée, c'est malheureux. on termine avec vous sur ce point, votre commentaire. Bon, je pense que tout comme Daouda, c'est de vraiment présenter nos sincères condoléances aux parents des victimes et à l'ensemble du peuple guinéen qui traverse des moments difficiles avec cette situation. Mais je note que ce que nous avons vu montre plusieurs failles. Hein. Je crois que mes confrères ici l'ont dit. Déjà, la première faille, c'est la faille sécuritaire. Je pense que la sécurité a failli, franchement, sur ce match-là, parce que l'armée même a contribué, sinon les forces de police ont contribué même à aggraver la situation, parce que selon les informations de notre possession, vu déjà les échauffourées qui avaient lieu, ils ont dû lancer de lacrymogènes. Les lacrymogènes dans le stade. Okay. Alors, vous savez, et le stade, malheureusement, n'a qu'une seule issue de sortie. Une seconde faille encore. D'issue de secours? Une seule issue de sortie. C'est on rentre par là et on sort par là. Et c'est ce que vous voyez là, le portail qui est là. Donc, vous imaginez quand la débandade a commencé, tout le monde voulant sortir, les gens se sont piétinés. Donc, il y avait vraiment la faille sur la question sécuritaire. L'infrastructure même qui accueille la rencontre aussi avait beaucoup de failles parce que pour un terrain de football qui accueille un match aussi populaire, il faut qu'il y ait plusieurs issues de sortie. Et c'est ce qui est recommandé. Et puis deuxièmement, je pense même que les acteurs même aussi du match, même, notamment les arbitres et autres, tout ça, n'ont pas certainement pesé l'enjeu de la rencontre et puis l'importance de créer la cohésion autour de cette rencontre-là. Donc en un mot, il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont failli sur ce match-là et c'est dommage, vraiment vivement, que des dispositions soient prises et qu'on ne revive plus ces situations. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons maintenant recevoir quelqu'un, un invité, on va parler de célébration des 60 ans, contribution des diplômés de l'ENSTP, ESTP, INHP, INPHB au développement de la Côte d'Ivoire. Pour tous ceux et celles qui ont fait donc ces écoles-là, elles devraient être très heureuses, en tout cas qu'on parle d'elles ce soir. Bonsoir, Monsieur Koko Adjoumani Emile. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes géomètre expert et expert judiciaire. Alors, quel est l'impact justement et la contribution des diplômés de l'ENSP, ESTP, INHP, INPHB au développement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire? D'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir offert ce temps d'antenne pour parler à toute la Côte d'Ivoire et parler aussi aux anciens de l'École nationale supérieure des travaux publics. De Yamoussoukro. De Yamoussoukro. Donc, en fait, les ingénieurs et techniciens formés par l'École nationale supérieure des travaux publics de Yamoussoukro ont contribué à toutes les étapes
pour la création et la construction, la conception et la construction des infrastructures de ce pays. Même au-delà. Même au-delà. Parce qu'on a allé aussi dans des pays d'Afrique pour participer à la construction de ces pays-là. Parce que la Côte d'Ivoire regorge d'un certain nombre d'ingénieurs et de techniciens bien formés. Et même au temps de la formation, il y a eu des pays, frères africains, qui ont même envoyé leurs étudiants, 15 pays qui ont envoyé leurs étudiants en formation. Donc c'est des formations de qualité et qui ont permis de hisser la Côte d'Ivoire à ce niveau d'infrastructure que vous voyez aujourd'hui. Et donc vous retournez à Yamoussoukro les 6 et 8 décembre? Oui, nous retournons à Yamoussoukro les 6 et 8 décembre pour reprendre contact avec cette école, avec les étudiants qui sont là-bas, pour échanger et les encadrer, leur donner un cadre pour pouvoir les aider à évoluer. Parce que pour pérenniser vraiment la formation que nous avons reçue. Daouda? D'accord, merci. En fait, j'aimerais juste revenir sur un petit sujet, c'est juste anecdotique. Je voulais juste savoir, quand vous êtes à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, qu'est-ce qu'on enseigne aux étudiants là-bas? Parce que pour ceux qu'on croise dans l'administration, excusez-moi, mais souvent de fois, il y a certains, mais franchement, on ne les touche pas, quoi, en fait. Ils sont comment, Daouda? Est-ce que je peux dire le mot sans que tu ne t'inquiètes? En fait, l'idée, ils sont un peu chauvins sur les bords. Oui. Voilà, ils savent tout, ils connaissent tout. Ils ne sont pas humbles, quoi, en fait. Voilà. Ils ne sont pas modestes, je préfère. Ils ne sont pas du tout modestes. Il va répondre à la question. Ou bien c'est leur attitude à la maison, ou bien c'est ce qu'on leur enseigne à l'école. Donc, c'est peut-être un jugement de valeur que vous portez sur toute la corporation. Parce que vous ne pouvez pas juger toute la corporation à partir du comportement d'un individu, j'imagine. J'en croise 10, il y a au moins 7 qui sont comme ça. Même si vous en avez croisé 7, on en a eu plus de 6 000 qui ont été formés. Mais ça, ce n'est pas l'assurance de la maîtrise de son métier, peut-être, qui fait croire aux autres qui sont... C'est vrai que peut-être quand il maîtrise son métier, il maîtrise son domaine. Donc si vous l'interrogez dans son domaine, il va exceller. Il va vous expliquer dans les détails. Parce que vous savez, l'ingénieur, il ne prend pas les choses à la légère. C'est-à-dire quand il a un sujet, il va dans le détail pour vous expliquer comment la chose a commencé et comment cette chose-là doit évoluer. Et la prospective, il y va avec. Donc peut-être c'est ce qui vous fait penser ils sont suffisants. Sinon, je pense que le doyen vient de défendre brillamment ses cadets. Je vais vous ramener à l'événement. Quelles seront les grandes articulations, les temps forts finalement de ces 60 ans de l'INSTP qui est devenu ESTP, de l'INPHB? Oui, INPHB, parce qu'il y a eu... Bon, en fait, les temps forts, d'abord le 6, nous allons faire une prière à la mosquée, la grande mosquée de Yamoussoukro, qui a été bâtie par le président Félix Houphouët-Boigny. Donc, une prière pour le repos de son âme. D'accord. Et ça, c'est le 6. Et après, il y aura une table ronde avec les jeunes, parce qu'il faut reprendre contact avec nos jeunes étudiants pour pouvoir échanger et faire passer un peu, disons, un certain nombre de messages, peut-être pour qu'ils ne soient plus trop... qualifié de choses suffisant, peut-être. Vous voyez, donc le lendemain, c'est-à-dire le 7, il y a la cérémonie d'ouverture. Il y aura le PCO qui va donner son message, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui va intervenir. Bon, il y aura... C'est sous le haut parrainage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le Premier ministre, ça c'est le clou même, le Premier ministre va donner son discours. Et puis ensuite... il y aura aussi une rencontre encore avec les jeunes. Bon, donc après ça, il y aura aussi la remise du diplôme d'honneur au président de la République, le président Félix Houphouët-Boigny. Ce diplôme d'honneur, il est particulier parce qu'il y a les 3 grandes écoles. C'est-à-dire c'est combiné, c'est un diplôme combiné qui ne s'est jamais réalisé. C'est inédit. C'est-à-dire qu'il y aura l'ENSI, l'IT et puis l'NST. C'est-à-dire les 3 écoles, c'est-à-dire un diplôme les 3 écoles on va remettre à la famille du président. Donc vous faites d'Houphouët un ingénieur à titre posthume. Un ingénieur à titre posthume. Qu'est-ce qui fonde cela? Oui, mais parce que vous savez, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960. En 1962, il a pris cette loi, il fait prendre cette loi
pour la création de l'école. L'école a été créée en 1963. Vous voyez, c'est-à-dire c'est un visionnaire. Et quand vous arrivez à Yamoussoukro, c'est lui qui a tracé tous les axes que vous voyez à Yamoussoukro et même dans tout le pays. Bien sûr. Tout le pays, c'est lui qui a dirigé ça. Donc, il est même super ingénieur, si on peut dire. Très bien. Donc, c'est peu dire même que de lui donner ce diplôme-là. Il nous reste quelques minutes. Donc, oui, allez-y, terminez. Oui. Donc, je dirais qu'il y aura le clou aussi, le dîner gala, qui va se passer le 7 décembre. Et puis, ensuite, le dimanche, il y aura maintenant la messe à la basilique pour le repos de l'âme aussi du feu le président Félix Houphouët-Boigny. Élysée? Ok. Je voyais sur ces images-là une figure emblématique, celle du Premier ministre, l'actuel, M. Begré-Mambé. Oui. M'a-t-on dit diplômé de cette école-là? Est-ce que vous confirmez? Je confirme. Et puis, je veux savoir, ceux qui vont faire cette célébration de 60 ans, je veux dire, c'est la promotion de l'année dernière jusqu'à la vôtre ou bien jusqu'à 1963 à la création? Quelles sont les promotions en réalité qui sont concernées par cette célébration? Bon, la célébration concerne tous ceux qui ont été formés depuis la création de l'école et qui sont vivants, bien sûr, qui sont vivants et qui vont participer. Maintenant, il y aura cette rencontre pour un peu les jeunes étudiants qui sont là-bas, pour qu'il y ait cette symbiose-là. Et vous ramenez son Excellence, Monsieur le Premier ministre, donc, sur ces bases. Sur la base. Et il sera nostalgique de voir un peu où il est passé et comment les choses se sont déroulées, comment les choses se sont évoluées actuellement. On termine notre entretien avec vous. Oui, juste une question que se pose la majeure partie des Ivoiriens, à tort ou à raison, sur les quelques défaillances constatées ces dernières années sur certains ouvrages mis en œuvre par votre corporation, qui se dégradent trop vite, le bitume, les immeubles qui s'effondrent. Quelle est votre vision sur la question? Oui, d'abord, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais ce que je dois vous dire, c'est qu'il faut reconnaître que, par exemple, l'eau est l'ennemi de la route et de tout ouvrage. L'eau. Si l'eau pénètre quelque part, l'ouvrage va finir par s'effondrer. Vous savez, il y a certains ouvrages concernant les routes, quand on est en train de les réaliser, il y a une pression parce que la population veut circuler, veut utiliser cet ouvrage. Quelquefois, nous décidons à ouvrir un pan pour que la pression baisse un peu. Mais si des comportements qui ne sont pas bons, c'est-à-dire qui sont à réprimander, incivistes, amènent à ce que l'eau, les pluies qui tombent, pénètrent dans ces ouvrages, nous avons des dégâts. Donc voilà un peu quelques éléments qui expliquent certaines choses que le commun des mortels ou des populations ne peut pas arriver à comprendre. Oui. Mais il faut leur expliquer. Si on leur explique, je pense que... Et puis leur incivisme aussi entraîne des dégâts qui sont colossaux. Si on peut dire. Comme par exemple construire sur des caniveaux? Oui, c'est ça justement. Et cela n'est en rien de votre compétence, de la compétence des ingénieurs, mais plutôt de l'action de la nature ou de l'incivisme de quelques populations. C'est ce que vous dites? Oui, il y a ça, mais il faut dire que quand vous prenez aujourd'hui avec les changements climatiques, il y a des choses qui ont été dimensionnées en fonction de ce qui s'est passé avant. Je ne parle pas de notre pays seulement, mais vous avez vu en Espagne dernièrement, vous avez vu en France même. Vous voyez, donc il y a ces choses-là qui arrivent. Il y a aussi des feux de forêt, il y a toutes ces choses-là parce que le dimensionnement a été fait selon un certain nombre de statistiques. Et quand ces changements climatiques arrivent et qu'on ne maîtrise pas, il faut repenser ces dimensionnements. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. En tout cas, merci d'être venu. Je rappelle que votre événement, c'est du 6 au 8 décembre à Yamoussoukro, principalement à l'INPHB de Yamoussoukro. 60 ans de formation d'ingénieurs et techniciens du génie civil, contribution des diplômés de l'ENSTP, ESTP, INPHB au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Développement qui n'est même plus à présenter. Vous avez contribué fortement, et cela, en tout cas, sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, sous la présidence de M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, lui-même ingénieur de cette école-là.
Merci d'être venu. Vous avez ceux qui sont invités, il n'y a que les étudiants, les anciens, ou toute personne intéressée par cette école-là pourrait donc participer? Oui, toute personne intéressée par cette école peut participer pour avoir l'information et la formation. Parce que je vous ai dit tantôt, il y aura des tables rondes, il y aura des interventions. Et donc, les questions que mon voisin d'en face, M. Komoé, se pose, peut-être il pourrait les poser aussi directement et il y aura des réponses. Il sera notre envoyé spécial là-bas. Merci, M. Coco Adjoumani-Emile. Vous êtes géomètre expert. Il voulait poser une question en off. En off, d'accord. C'est mieux. Bon, si je pose ça en ondes, vous aurez du mal à répondre. Oh là là. Vous êtes géomètre expert et expert judiciaire. Et avec vous, on parlait donc de la célébration des 60 ans de cette école-là, INSTP. Merci d'être venu. Bonne célébration à vous. Et bon voyage. Je suis Yam Sokro. Notre émission se termine. Merci de nous avoir suivis, tout en remerciant les équipes rédactionnelles, Maï Raciste, les équipes techniques, les réalisateurs, Slaï Ibrahim en tout cas, les techniciens, les cadreurs, tous ceux-là qui travaillent d'arrache-pied. Ils sont nombreux derrière la caméra pour que vous ayez cette émission. Merci à vous sur le plateau. Qui parle beaucoup. Herman, Daouda, Marius. Voilà. Élisée, Herman, merci beaucoup. Et à notre cadreuse chérie qu'on appelle Mamantia, Makissi, merci en tout cas de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.